Donc, nous venons de voir un très beau documentaire sur Krishnamacharya. Peut-être que Kausthub Desikachar souhaiterait partager quelques mots sur ce que cela lui fait ressentir de voir ces images-là. Very dangerous question. Yeah. I'm always very happy to see this because I am part of this documentary. I come in 4 different places, so it's very interesting. It was made in 1988. Yeah. And it was, I think it was done over a few months' time. As you see, there is lots of memories there which are part of it. A lot of things are in my house actually. Sometimes you see some random images of some coconut trees, right? Those coconut trees are part of my house, and when I look at it, I remember I was climbing up and down. My father taught me how to climb the tree and catch the coconut. Those kind of memories are also coming. So there's lots of good memories, and some of you with whom I was sharing some stories, I don't know if you remember, if you see in one part of the documentary, actually 2 different parts. There are 2 different characters who come. One is, they talk about one man called Krishnamurti Shastrigal, the man with the blue, how do you call it, scarf or a shawl on the top. And he's the master of ceremony of the, what do you call the event, the 100th, the puja. And then at some point you see one lady wearing a red dress who is doing the design on the floor. That's his wife. Okay, that's the wife of Krishnamurti Shastrigal. And to some of you, I shared the story yesterday about Sanskrit, learning Sanskrit. My father sent me to learn Sanskrit with him. And his wife wouldn't allow me in the house. Because for her I was not Brahmin enough. So all those kind of memories are coming back because it's all the people I know very well. My sister is there in a few places, my brother is there, my cousins are there, my uncles and aunties, everybody is there. So it's very always emotional, but many memories come back. So I'm always very happy to see it. Yeah. Donc, je vais traduire. Donc, pour lui, il est très heureux de voir ce documentaire et ces images parce que, évidemment, ça lui rappelle des moments très familiers. Il est, en fait, dans ces images, on a pu le voir en tant qu'enfant, et donc il intervient à plusieurs endroits. Ce documentaire a été fait en 1988. Et donc, en fait, ce qu'on voit dans ce documentaire, c'est littéralement sa maison. Parfois, on voit des plans sur les cocotiers, sur la rue, les maisons, etc. Et donc, en fait, ce sont ceux de son jardin. Et donc, il se rappelle, par exemple, avoir monté sur les cocotiers. C'est même son grand-père qui lui a appris comment faire. Donc, ça lui rappelle beaucoup de bons souvenirs. Et donc en fait dans ce documentaire on peut voir 2 parties assez distinctes. La première c'est quand il parle il y a une partie où intervient un monsieur qui s'appelle Krishnamurti Shastrigal. Krishnamurti Shastrigal. C'est donc celui qui était avec le châle bleu. Et donc il était le maître de la cérémonie de l'anniversaire. Et ensuite, on peut voir aussi à un certain moment des femmes dessinées sur, donc notamment une femme avec un sari rouge qui était en train de dessiner sur le sol des dessins qui ont des vertus protectrices et honorifiques. Et donc en fait, c'était sa femme. Donc c'était la femme de Krishnamurti Shastrigal. Et donc une petite anecdote qu'il souhaitait nous partager avec nous. Donc il en a déjà parlé aussi hier, c'est que en fait il apprenait le sanskrit avec ce monsieur et sa femme en fait ne l'autorisait pas à rentrer dans la maison parce qu'elle trouvait qu'il n'était pas suffisamment brahmin, donc il ne pouvait pas pénétrer dans sa maison. Et donc tout ça lui rappelle des souvenirs de son enfance.
On voit aussi sa sœur, on voit aussi son frère, ses cousins, ses oncles et ses tantes. Donc, toute sa famille est assez présente, ici. But also very moving when I have to see is whenever I see my grandmother, there are a few moments where my grandmother comes, there's pictures of her, and then there's also some video where she's doing some asanas. Because I would say that in my family, my grandmother was whom I was the most close with. Donc on voit aussi sur le documentaire beaucoup sa grand-mère. Et donc on la voit faire des postures, on la voit intervenir, et en fait sa grand-mère était la personne de sa famille dans laquelle il était le plus proche. So it's very nice to see my grandmother always. So it's very good. Yeah. Et donc c'est toujours un plaisir de voir sa grand-mère. Should we start the question? Yeah, sure. So please feel free to ask some questions. Pardon. Vous pouvez poser vos questions. And, pour celles et ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser les questions sur le chat et Mathieu les communiquera. Any questions? Yes, ma'am. So in your family, the whole day was inspired of doing yoga. Everybody, all the members of the family did yoga. I mean, from this generation onwards, from your grandfather's generation. Or just, and was it different yoga for women and for men? You mean from my grandfather's generation? Yeah, because I see there are so many people coming and students, but also in your family. I mean, everybody was doing it. So if you see the video there, my grandfather had 6 children. And at some point, all of them were taught, let's say, asanas of different times, because they are all of different age group, because 6 children is spread out over a long period of time. So at some point you see 3 very, very young people, right? There was one of my uncle and 2 of my aunties, very young. They were very tiny, right? So they are the eldest 3 children of my grandfather. So they were, I would say, one epoch. They were, and then there was my father, my another uncle, and my other aunt. You see in a later picture where they are waiting for their turn. So they are from another era. So they are like 2 groups of 3 kids. At some point they were all doing. However, actually only 2 of them continued. My father and my uncle, who lived in France actually, in Nice. He was living in Nice. He's passed away a few years ago, so he's no more there. So all the others, they were introduced, but they never continued. Because 2 of my aunties, they got married when they were very young, and then after that, they became mothers and householders. One of my uncle, the elder uncle, who is from the first generation, among the 3 elder kids, he ran away from home when he was 16, 17, and nobody knows what he did after for a long time. So there is only 2 people continued. Yeah. J'ai essayé de traduire. Kausthub Desikachar nous dit que son grand-père a eu 6 enfants. Et donc tous ont pratiqué les asanas et ont été introduits au yoga. Et en fait, ils étaient d'âge assez différents. Donc on peut distinguer 2 ères, 2 grandes périodes, de chacun 3 enfants. Et donc par exemple, on voit sur la vidéo à un moment 3 très jeunes enfants. Donc c'était 2 de ses oncles et une de ses tantes. Et ensuite, il y en avait 3 autres qui étaient un peu plus éloignés. Et donc en fait, il n'y en a que 2 qui ont continué dans le temps. Donc son père et un de ses oncles, qui d'ailleurs a vécu en France et qui est décédé depuis.
Les autres n'ont pas particulièrement continué, et il y a même l'oncle en fait le plus âgé qui a fui à la maison à 16 ans et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà pour un petit peu l'introduction au yoga parmi sa famille. It's okay, ma'am? All right. That's your question, right? Yeah. Okay. Je lève la main comme ça, c'est plus facile pour voir passer le micro. Bonjour. Hi. Je vais poser la question en français. Donc justement, vous parlez de certaines personnes de votre famille qui, parce qu'elles jouent un rôle, elles se sont mariées et donc elles ont dû quelque part arrêter leur pratique parce qu'elles sont occupées à s'occuper de leur famille et de leur maison. Qu'est-ce que vous pourriez justement conseiller pour que une personne comme moi, par exemple, qui m'occupe de ma maison et de ma famille, puisse continuer à pratiquer le yoga? Merci beaucoup. Merci. So you said that some of your aunties eventually stopped yoga because they were busy with their home and carry a family. So what would be your advice for someone like Laurence, who is here, who has also to carry a family and taking care of a household to continue yoga? The time is very different, madam. The time we live in is very, very different. When I talk about my aunties, they got married when they were in their teenage, like 17 and 18, they were already married. In those days, that was the norm. And they became parents very early in their life as well. And the role of the woman in that time in India was very different from the role of woman in France, for example. So it's a very different scenario that we are living in. So I don't know really how to answer this question. You have to figure out your way of balancing between your family responsibility and your, let's say, your yoga, if it's a professional, your professional responsibility or your spiritual responsibility. You need to find a balance. The time is so different. My eldest auntie was born in 1920s. Late 1920s. It was a different era. By 1940, early 40s, she was already married and she became a mother, so it was very different times. So if I may, je ne vais pas prendre trop longtemps pour d'autres Ce que Kausthub Desikachar nous dit, c'est qu'en fait, on parle d'un temps complètement différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas forcément de comparaison à faire. Il dit que ces tantes dont il parlait, en fait, elles ont été mariées à 17 et 18 ans parce que c'était la norme en fait en Inde à cette époque-là et que du coup elles sont devenues mères assez tôt et que le rôle des femmes en Inde était différent à l'époque et aussi différent en France. Donc il y a toutes ces différences qui doivent rentrer en compte. C'est vraiment des scénarios différents et donc il n'a pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est qu'il faut trouver son propre équilibre en fait entre sa pratique et ses devoirs, y compris familiaux. You want to add something? I won't take much time. Oui, en effet. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, dans notre époque particulièrement, où les choses vont très très vite, et les jeunes femmes et les femmes aussi sont occupées et de différentes façons, du matin au soir, quel que soit. Je ne vois pas une énorme différence en fait. Les jeunes femmes et les mamans ont des journées très remplies, elles ont multiple tasks. Et donc, quand on est dans une pratique de yoga qui demande une certaine discipline et une assiduité quotidienne, on a du mal. Alors, si on parle enfin de temps dans sa journée,
concrètement, pour pouvoir justement entretenir cette pratique, concrètement, je vais schématiser un quart d'heure, une demi-heure, pour pouvoir justement mieux organiser sa journée et continuer quand même dans cette pratique que je trouve très, très importante. Merci beaucoup. Il n'y a pas de question. Un quart d'heure, une demi-heure, 25 pour faire I think she gave her opinion. concrètement. No, it ends with a question. Ah. So she says that even today, women are very, very busy with managing all the tasks, work, family, etc. So they are really multitasking. So it's hard to keep a balance. And she asked, if you want to be very disciplined as necessary in yoga, and to maintain your practice during time, what would be your advice about the amount of time we should reserve to do yoga every day? Is it 15 minutes, 30 minutes, or something else? Start with what you can, madam. And I don't want to say that in the modern era only the women are multitasking. I am a man and I am multitasking as well because I live alone. So I have to do everything myself. So I am multitasking as well. The realization for me is what is priority. So the moment my priorities become clear, there are many actions that are not important. So from multitasking, it becomes to like mini multitasking. So we have a few important priorities, not too many non-priorities. So then we already get a little more breathing space to do yoga how we can. And what I always believe in is if we can practice yoga even for a short time in a good way, and when we receive that benefit, we will already start giving more time to it. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes. Donc, il répond à ça qu'en fait, le plus important, c'est de faire ce qu'on peut. Certes, on peut être amené à avoir beaucoup de choses à gérer avec multitasking, et y compris lui, c'est pas qu'une affaire de femme, lui-même en fait, en vivant de manière autonome, doit s'occuper de beaucoup de choses. Donc c'est pas tant cette question que de définir qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. Et donc on doit identifier ce qui est le plus important pour nous, et de là va se mettre, on va identifier ces quelque chose, et de là elles vont devenir plus importantes et on va pouvoir créer du temps pour elles. Et en fait, il est plus important, il est capital, même si on a peu de temps, de pratiquer de manière qualitative pour en recevoir des effets. Même si on a peu de temps, c'est la qualité de la pratique qui importe. Ma'am, you had a question. Yeah. Yes. Thank you. Namaskaram. Namaskar. Can you explain to us Vini Yoga? I try. Like the essence. Okay. The basics. All right. Please. Thank you. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, l'essence du Vini Yoga? You are married to an Indian man. No Indian. You have toe rings, which is very Indian sign of Indian marriage. Okay. Yeah. So He's not Indian, but close enough. Pakistan? no, not Pakistan, but in the heart. In the heart what? In the heart. Pakistan in the heart? No, not at all. But he's Senegalese and half Senegalese, half Vietnamese. And Half? Half Vietnamese. Vietnamese. And he has different culture inside and different point of view. And The word Vini Yoga is used by Patanjali in the Yoga Sutra long ago, and it's a technical term. It is not only applicable in the yoga field, but it's also applicable in many fields. In every field of Vedic teaching, philosophy, the word Vini Yoga is used. And the word very simply means an appropriate application. So, we have water, right? The water is the same. But if I pour the water to
a plant, it will help the plant grow. If I mix the water with some flour, we make the dough for either pizza or croissant, we make it. If you pour water to clean the floor, it's cleaning, right? So the water is the same, but it's used in different way according to what the circumstance requires of it, right? So in the same way, when you look at the yoga tools or any practice, even whether it's astrology or other fields where Viniyoga is a very strong concept, it's the utilization of the tool appropriately for a context. So when we talk about asana or pranayama or mantra, which are tools of yoga, the idea of Viniyoga is that you are using that for a purpose, appropriately. That's what is, in a very simple way, Viniyoga. The same tool can be used for different purposes, and that's what is Viniyoga. Ma'am? Donc, le Viniyoga est un terme qui a été utilisé par Patanjali. C'est un terme technique qui peut être utilisé dans différents domaines, y compris des différents domaines plus, tout ça c'est technique, y compris par exemple dans le domaine védique. Viniyoga, littéralement, veut dire une utilisation appropriée. Et donc, en fait, il donne la métaphore de l'eau. L'eau reste de l'eau, peu importe le contexte. Cependant, on peut en avoir des utilisations différentes. On peut l'utiliser pour arroser nos plantes, on peut l'utiliser pour faire de la pâte à pizza, on peut l'utiliser pour nettoyer le sol. Et donc, c'est la même eau, mais on l'utilise de différentes manières selon les circonstances. Et donc, en fait, c'est la même chose avec le yoga. On utilise différents outils selon le contexte. Et ces outils, ça peut être le pranayama, ça peut être le mantra, d'autres outils. Et donc, en fait, le Viniyoga, c'est l'utilisation de ces outils de manière appropriée. Yeah, it's a very simple way. For a function. For a function. On les utilise de manière appropriée dans un but précis. Susie, you're not the only perfectionist in the room. Some question from internet. Oh my God. This question, what advice would you give us on passing down the values and knowledge of tradition like Indian, and more specifically the yogic tradition to younger generation? When, what, how, etc. Donc quel conseil vous nous donnerez pour la transmission de la tradition de connaissances qu'on retrouve en Inde, et plus spécifiquement pour la tradition du yoga en vue des générations plus jeunes? So this is a very controversial question, I think. Oh, you have to translate, no? No, he did. Oh, you already did. It's a very controversial question. So, what does a child need from the parents? No, parenting. Right? It needs parenting. If you are agreeing to everything the parents are doing, the child is asking, if you become too liberal with the child, you're not really being a good parent. Right? You become, you actually are abusing your child because you're not giving it a good ethical and strong framework to follow certain things which are appropriate, because a child does not know what it has to decide on its own. So we need to educate the child, parent the child, rather than give it absolute freedom to do whatever it wants, because that can be quite dangerous. So in the same manner, as a teacher, I always remind myself and I remind my students that I am a teacher, I am not an entertainer. So I don't necessarily share teaching to please them. I teach them. Sometimes it may be hard. And we have two students of mine here. You can ask them. I'm not very easy all the time. Because students need
teaching, they don't need cheerleading. It's a very big difference. We have to remember that in the spiritual field, a role of a teacher is to teach. And there is a small problem here in the modern era, because in the ancient time, very often when people would go to spiritual studies, they were going when they were very young. So the ego was not yet very strong. The hurts were not yet very deep. Whereas in today, we have a small problem because we are dealing with people who are adults, who carry some unresolved trauma, so they're very, very sensitive. But still, we need to find an effective way to teach, not to be cheerleaders. This is my approach. And I don't know if it will work for everybody, but it's not my job to work for everybody, because I cannot be a teacher for everybody. So, that's my answer. Oh, sorry, ma'am. It's too long, right? Non, Okay. Donc, il dit que c'est une question assez controversée. Il prend l'exemple en fait des enfants. De quoi ont besoin les enfants? Ils ont besoin de parenting, d'éducation, de parentalité. C'est différent de dire oui à absolument tout, d'être trop cédant et laxiste. Et l'enfant, lui, ne sait pas en fait ce qui est forcément bien pour lui. C'est pour ça qu'il a besoin de cette parentalité, de cette éducation. Et donc c'est beaucoup mieux que d'être toujours dans l'acceptation et de donner tout ce qu'il veut. C'est la même chose en fait quand on est un prof. Il rappelle que le rôle d'un prof, c'est d'enseigner, et que lui, c'est un prof, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous divertir. Et donc il le rappelle souvent à ses élèves, on peut leur demander, il y en a avec nous dans la salle, et que c'est pas forcément facile, mais qu'il est là pour enseigner, et que l'enseignement c'est différent du cheerleading, de l'encouragement sans condition. Et donc un professeur, c'est fait pour enseigner. Et en fait, à l'époque, les gens venaient vers la spiritualité, venaient vers leur professeur beaucoup plus jeunes. Donc ils avaient moins de choses en eux pour réagir quelque part, alors qu'aujourd'hui, les gens qui viennent chercher un enseignement sont plus âgés. Et donc en fait, ils portent des traumas, une histoire, et donc ça conduit à une grande sensibilité qui est plus difficile à gérer en tant que professeur. Mais pour autant, il reste un professeur et il est là pour enseigner. And just like you will teach, you will deal with children of different ages differently, like how you will parent a 3-year-old is very different from how you will parent a 14-year-old. And the same way, how you will teach a beginner and how you will teach somebody who is not a beginner is not the same. This is also Viniyoga of teaching. You have to teach where the level is at. So this is also what we have to keep in mind. And the more a student advances, the more strict the teacher has to be. Because there is higher level problems to solve. Like if you go to younger school, you are given simple mathematical problem. 1 plus 2 is what? 2 plus 3 is what? But when you go to grade 12 or grade 11 or grade 12, you are not asked 1 plus 2 is what? 2 plus 3 is what? You are given much more complicated problems to solve. So the more we advance, the more stricter the teacher has to be, the more challenging the teacher has to be, because then only we are leading them further. Otherwise, the student doesn't need us anymore. If I still have to teach only what is 1 plus 2 is 3, when they have actually advanced, then I'm not useful anymore. So it's a very important factor that we have to consider. So this is the Viniyoga of teaching. Yeah. Donc, il dit qu'il faut garder en tête que enseigner, ça prend différentes formes, par exemple, selon les âges. Par exemple, on n'enseigne pas à un enfant de la même manière selon son âge. Donc,
on ne va pas faire la même chose, on ne va pas dire la même chose à un enfant de 8 ans et à un adolescent de 14 ans. Et de la même manière, on n'enseigne pas à un débutant les mêmes choses qu'à un étudiant beaucoup plus avancé. Et donc c'est ça aussi le Vinyasa Yoga, c'est s'adapter à là où est l'élève pour vraiment faire l'enseignement le plus pertinent. Et en fait, plus l'élève est avancé, plus il faut être strict pour le professeur. Pourquoi ? Parce que les problèmes à résoudre, les challenges à surmonter sont plus complexes. Dit par exemple, quand vous apprenez les mathématiques, au début vous apprenez 2 plus 2. Ça vous semble beaucoup, mais c'est 2 plus 2. Et plus vous avancez dans vos études en mathématiques, plus vous allez dépasser en fait l'équation de 2 plus 2, vous allez résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Et donc c'est la même chose avec l'enseignement. Il s'adapte et devient de plus en plus challengeant. Donc le prof doit devenir de plus en plus challengeant. Autrement, il n'y a pas d'utilité au prof. Il ne va pas enseigner continuellement 2 plus 2. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important à garder à l'esprit. Et c'est un aspect essentiel du Vinyasa Yoga, parmi son essence, de faire cette adaptation. And it doesn't mean that more strict you are means you have to be abusive or beat them or punch them or what. That's not what I mean. It just means that you are challenging them to look at more deeper problems and to step up. Not, hey, everything is okay, wonderful, wonderful, you know. That's what I mean. Il dit attention, être strict, ce n'est pas se mettre en colère ou frapper les gens, etc. Pas du tout. C'est juste demander à ses élèves d'étudier des problèmes de plus en plus complexes. All right, sir. Thank you. Internet question. Yes, sir. The question is, what is your point of view of the evolution of yoga? For example, nowadays we can see do yoga with your pet, drinking beer, thematic things like that. What is your point of view of this evolution? Oui, j'aimerais bien savoir quel est ton point de vue sur l'évolution du yoga. Dans ce temps moderne, on voit qu'il y a des yogas, tu peux faire du yoga avec un animal, ton chien, ou en train de boire un pain de bière. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu penses? You speak Spanish, right? Spanish, yes. Where from? Colombia. Okay, good. I have no point of view because that is not yoga. Okay. But how do you feel about yoga has become a little bit of is sell like that? So, Je n'ai pas d'avis dessus parce que ce n'est pas du yoga. So, I don't think you know that some people know that I turned 50 recently. 50 years of age. Il a eu 50 ans récemment. So, one of the big realization I have was that I realized that I have more behind me than in front of me. Et donc, une des grandes révélations qu'il a eues, c'est qu'il y a plus derrière lui que à venir. Time. Le temps. Because I don't know if I will live another 50 years. Il ne sait pas s'il va vivre 50 ans de plus. And even if I live another 50 years, I don't think I'll have the same quality of life like I had before. Because, you know, as we get older, we become weaker and sicker. Et quand bien même il vivrait 50 ans de plus, il n'est pas sûr d'avoir la même qualité de vie sur ces 50 prochaines années parce qu'on vieillit et on s'affaiblit. So my decision is similar to what I told her, is whatever I want to do with my time is a question of priority. So I choose my battles. So that's a battle I don't want to fight because it's a waste of my time. So I don't think about it. Et donc sa décision, c'est de prioriser, comme il disait tout à l'heure. Et ce qui priorise, c'est de choisir ses batailles, et celle-ci, c'en est pas une. Yeah. Yes, ma'am. And I'm actually going to rephrase a little bit Sergio's question, because you are a big bridge between your Indian tradition and teaching in the West, if I understand right. Okay. And so in the West,
most yoga studio is about asanas only, without the spiritual and philosophical aspect of it. Is it still yoga if it's only asanas and only considered as a sport in Paris, for example? Okay. Donc la question posée, c'est aujourd'hui en Occident, dans les studios de yoga, on pratique beaucoup les asanas. Alors certes, ce n'est pas du tout un yoga aussi spirituel et profond que ce que Kausthub Desikachar enseigne dans sa lignée également. Mais est-ce que ça reste une forme de yoga et des asanas? You're not Spanish, right? No. Do I sound so? No, that's why I'm asking. Where are you from? I'm half French, half Singaporean. Half Singaporean. That's why I could not feel the pure French. You're not pedigree. Sorry, not French enough. Especially in Paris. You're not Parisian. It's a good starting point. However, I don't feel anything. I just feel that the students miss out so much more that is behind this surface level of yoga. Sorry. Il dit en fait, c'est un bon point de départ, mais il ressent pas grand-chose à ce propos, parce qu'il a l'impression que les élèves passent à côté de tellement de choses. Il reste qu'à la surface. And I don't worry about it so much because real yoga is actually not for everybody. Et ça le concerne, enfin, ça ne le tracasse pas plus que ça, parce que en fait, le yoga, ce n'est pas pour tout le monde. Everybody can do yoga, but yoga is really not for everybody. Do you understand what I mean? Tout le monde peut faire du yoga, mais le yoga, ce n'est pas pour tout le monde. So I don't worry about it, and whenever I worry about this, I always think that Patanjali only had 4 students. I have more than 4 students, so I don't feel that bad. Et donc, ça n'inquiète pas plus que ça, parce que quand il pense à Patanjali, et Patanjali n'avait que 4 élèves. Et lui, il a beaucoup plus d'élèves. No. I'm not that great as Patanjali, nor as my students as great as Patanjali students. But the way I look at that is, yoga is not really for everybody. It's only for those who can make the commitment to work on themselves. That is very few in this world today. Et donc, en fait, il ne dit pas qu'il est meilleur que Patanjali ou que ses élèves sont meilleurs que ceux de Patanjali. Ce qu'il dit, c'est que c'est une question d'engagement dans la pratique. Et tout le monde n'est pas prêt à s'engager dans la pratique du yoga. You know, that's the tricky part. And Patanjali himself gives us the answer. When he uses the word atha, is the first word of the Yoga Sutra. And the word atha has a meaning which is called pratignya, that means a commitment. So yoga is for the one who can make the commitment to work on themselves. That's very few people. Et donc en fait, Patanjali donne la réponse. En fait, le premier mot des Yoga Sutras, il utilise le mot hatha. Et hatha, ça veut dire engagement. Et donc en fait, le yoga, c'est pour ceux qui sont prêts à faire cet engagement. Yeah. Enfin, à faire cet engagement de travailler sur eux. Ouais. Est-ce que je peux passer sur la Même. Conseil à un grand-père comme le sien donne à son petit-fils pour être sur scène. Tu vas comprendre. Et réussir sa vie. So she asked, as a grandfather like yours, give advice to his grandchildren to be happy in his life. I didn't understand. What a grandfather like yours, Sri Krishnamacharya,
what advice he has given to you to be happy in your life And to have a successful life. and to have a successful life. I never had that conversation with my grandfather, madam. Really? No. Never. Il n'a jamais eu de conversation avec son grand-père. We had a lot of good times, but we never had this kind of conversation of what makes you happy, what doesn't make you happy. No. No advice. Il a eu des très beaux moments avec son grand-père et des moments de partage, mais ils n'ont jamais eu de discussion sur comment être heureux ou c'est quoi le malheur. Enfin, My grandfather was a grandfather to me. And what is a grandfather in India for you? Well, you know, when I was born already, my grandfather was close to his 90s. Okay? So, when I came to an age where I could relate with him and talk to him, he was close to 100 because my grandfather died in 1989. I was 14. Okay? And when I was 10 to 14, your mind is not so sophisticated to talk about what's the happiness in this world and things like that. My grandfather shared a lot of grandfather-like moments, like he would share stories from our tradition, like our history, and say stories and things like that, which had meaning because they are mythological stories. No guidance. What? But no guidance. No guidance. Yes. Because it's name, so This is the form of guidance. These stories have meaning that come later, right? But it was not like an advice like this and that. Because we grew in a time where, as young people, we did not really get into so much of trouble. We were very safe growing up. We didn't have to do dangerous things. There was no alcohol, drugs, or those kind of things. So that we have advice. You know, we were just playing with street kids and this and that. It was very simple life. We didn't have TV, so we were not influenced by all the dangerous things yet. So just live and be happy. Yeah. Okay. Good. So Yeah. advice. il dit que son grand-père a été un vrai grand-père pour lui. Pour donner un petit peu de contexte, donc en fait quand il est né, il avait près de 90 ans et donc il a pu commencer pour que le temps, enfin pour qu'il puisse mûrir et avoir une vraie relation avec son grand-père. Son grand-père avait déjà près de 100 ans et d'ailleurs il est décédé quand lui-même en avait 14. Et donc en fait son grand-père, et en fait il dit, en fait entre 10 et 14 ans, vous n'avez pas un esprit suffisamment sophistiqué pour vraiment recevoir des enseignements très affûtés. Et donc son grand-père faisait des choses de grand-père, il racontait des histoires, et donc c'était des histoires sur la tradition, qui avaient beaucoup de sens, notamment mythologique, mais il n'y avait pas de guidance ou d'enseignement à proprement parler, parce que cette guidance, c'était les histoires en fait. Et aussi, il dit qu'ils ont grandi, enfin quand lui était enfant, ils ont grandi dans un contexte où ils n'avaient pas autant de problèmes qu'on peut l'imaginer. Il n'y avait pas forcément de danger autour d'eux, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue, donc il n'y avait pas forcément de conseils de vie comme ça à donner. Ils avaient une vie très simple, sans télé, sans avoir cette mauvaise influence. And you asked about what is being like a grandfather. Grandfather is somebody who is protecting the grandchild. Like sometime, me and my street, the boys living in my street, we would steal mangoes from our neighbor. My neighbor had a mango tree, and we would sometimes steal the mangoes to eat it. Yeah. And sometime the neighbor would catch us, and then he will complain to my father. And my father would get angry with me. And at that time, my grandfather will tell my father, "Why are you shouting at him? You have done the same thing when you were young." Right? So, this is a grandfather's job. Right? So, this is how he was. You know, that's very simple. Son grand-père avait son rôle de grand-père qui en fait protégeait ses petits-enfants, et donc il raconte
il partage un exemple. Quand il était petit, parfois il allait voler des mangues dans le champ du voisin, et parfois il se faisait attraper. Et donc son père était très en colère, et donc le grondait, et là son grand-père disait à son père, mais pourquoi est-ce que tu le grondes? Tu faisais la même chose en fait quand toi t'étais petit. Donc ça c'est typiquement le rôle d'un grand-père, de protéger comme ça. He's talking about. Thank you, ma'am. You were talking about commitments in the practice. Yeah. And I see some boundaries today with the modern world and the task of work and so many things we have to do. So, do you think it's possible to go very deep in the practice of yoga and the spiritual development that yoga can provide us with the world we are living, which is so hectic and so active and so full of many things? Is there not a limit we cannot cross without leaving this society? Is it possible to go deep in the yoga, still in this modern world? Okay. Est-ce que c'est possible d'aller plus loin dans la pratique du yoga et dans l'évolution spirituelle dans le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, avec tout le temps que ça nous prend et du coup moins de temps à consacrer à cette pratique? So, I'm not so great to know what will be the future. But I want to hope that it is possible. Because if you take the example of my own grandfather, he was asked by his teacher to live a normal life, to live among people, to live in a city, and to raise a family. And therefore, I still feel that there is hope. But it's a question of priority. That's it. I'm sure it's possible. I hope it's possible, because there are examples. But it's a question of priority. Il dit qu'il ne sait pas pour le futur, mais qu'il veut penser que c'est possible. Et il a en tête l'exemple en fait de son grand-père, et dont les maîtres en fait lui ont dit d'aller vivre, de mener une vie normale, de retourner à la ville et de fonder une famille. Et donc ultimement ça en revient à définir ses priorités. Donc lui espère qu'il est possible de mener une vie spirituelle dans le contexte que décrivait Mathieu, et que c'est vraiment une question de priorité. Ma'am? As an advanced teacher, what would be... As an advanced teacher, what would be the best qualities for students, to be a good student, and what would be the qualities to become a good teacher? Je traduis. En tant qu'enseignant avancé, ayant beaucoup d'expérience, quelles seraient selon vous les meilleures qualités pour être un bon étudiant en yoga, un bon pratiquant en yoga, et quelles seraient les meilleures qualités pour être un bon enseignant? Firstly, I'm not an advanced teacher. I don't even want to say I'm an advanced student. I'm still a student. First. There are many qualities that are presented to be a good teacher and a good student by one of our ancestors called Kausthub Desikachar, who talks about 15 qualities to be a good student and 16 qualities to be a good teacher. But we don't have so much time to talk about that now. But what I can say from my experience is whether you want to be a good student or a good teacher of yoga, of a spiritual path, the commitment to satya is very important, alignment to the truth, which is the most fundamental foundation. Satya is the alignment of what we feel, what we say, and what we do. The three have to be in one line. If they are not aligned, it's not a good foundation to be either a good student or a good teacher. And to be a good teacher, you have to be a good student. You cannot be a teacher without being a student. And you cannot be a student if you are not aligned with the truth.
So alignment to Satya is the first, which itself is an alignment, is the most important prerequisite. Feeling, our words, our actions should align. That's the short answer. Yeah. Otherwise, we'll be the whole night discussing the 31 qualities. Alors, il dit qu'il n'est pas un enseignant avancé, non, ni un étudiant avancé, c'est un étudiant. Could you repeat the name of where it's written, the 15 qualities? Vedanta Deshika is our ancestor who gave these qualities in one of the texts he composed. Donc, Vedanta Deshika. En fait, a transmis dans un texte un enseignement qui parle en fait des qualités des étudiants et des profs. Et donc, il dit il y a 15 qualités majeures pour être un bon étudiant et 50 qualités majeures. 16 qualités majeures pour être un bon prof. Et donc, ça prendrait énormément de temps en fait de développer chacune de ces qualités et cette question, mais lui, de sa propre expérience, en fait, il dit que pour être un bon enseignant ou un bon élève, c'est avant tout une histoire d'engagement envers Satya, qui est donc la vérité. Et donc ça, c'est les fondations de tout cheminement, qu'on soit étudiant ou prof. Et donc cet alignement dû à Satya, donc la vérité, c'est un alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et s'il n'y a pas cet alignement, il ne peut pas y avoir les fondations sur le cheminement. Et donc aussi, on ne peut pas être un bon prof si on n'est pas un bon élève. Et donc on ne peut pas être un bon élève si on n'a pas cet alignement, parce qu'il nous manquera les fondations. Yes, ma'am. Huh? From internet. Question from Nathalie from Canada. Very pleased and honored to meet you. My question is about Sanskrit mantras in yoga. We saw in this documentary that chanting is very important. Do you think that we should introduce mantra during our yoga practice? Even simple ones. Ma question porte sur les mantras sanskrits dans le yoga. On a vu dans le documentaire que le chant était très important. Est-ce qu'on devrait ajouter des mantras dans la pratique personnelle? Again, very difficult question to answer, because the answer is yes and no. C'est très difficile de répondre. Il a envie de répondre oui et non. So, yes, because yoga without mantra is not yoga. Alors oui, parce que le yoga sans mantra, ce n'est pas du yoga. But no, because as you saw also in the document, there's another part to that as well. In order to teach mantra, you need to first learn mantra in the proper way, practice it for a certain time to receive benefit, and then be able to teach. Otherwise, it cannot be so effective. So a good place will be start practicing first before thinking of teaching. Et en même temps, comme on l'a vu dans le documentaire, la pratique des mantras requiert un certain protocole qu'il est très important de suivre, qui est long et compliqué, qui doit nous être transmis d'une certaine manière. Et donc en fait, c'est difficile de pouvoir enseigner les mantras, et donc il faut d'abord commencer par les pratiquer. The time is good to start, so start. Il peut être bon de commencer à pratiquer, vous pouvez commencer. Ma'am, you had a question, right? Yes. It's a cultural question. I wonder, linked to Cultural. Linked to Indian culture. We saw in the documentary a lot of yogis, Brahman, if I understand well the thing that how we did today. Because do we have this kind of ceremony held only by men, or do we have also women? Which ceremony you're talking about? Some that we saw in the documentary. Yeah. So it just
rapport à ce qu'on a pu voir, c'est une question culturelle, donc en lien avec aujourd'hui ou la culture indienne. Est-ce qu'il y a un changement d'air dans le sens où les yogistes essentiellement issus des brahmanes, si je comprends bien, mais je peux me tromper, si aujourd'hui, quelque part, on peut avoir des cérémonies où les femmes ont une présence. Are you from the border near Germany? No, I like your question, but where are we coming from? Where are you from? From France, yeah, in the south of France mainly. Ah, okay. So, if you talk about those kind of fire rituals that you are seeing, that is mostly done today only by Brahmin men as well. Brahmanas, men are the only ones doing it, even now. Yeah. But there are many other things which women are now starting to do, but not certain things. Yeah. Il dit que les rituels qu'on a pu voir dans le documentaire avec du feu sont aujourd'hui encore pratiqués uniquement par des brahmines masculins, mais que d'autres types de cérémonies aujourd'hui sont de plus en plus pratiquées par des femmes. But if you see things like chanting, mantra and other things, women were also chanting as you saw. So some things, it has become more open, and some things are not. On a pu voir dans le documentaire que la pratique du chant et des mantras était déjà ouverte et qu'on a déjà vu des femmes les pratiquer. Donc il y avait déjà des choses, il y a des choses qui évoluent et il y en a qui n'évoluent pas. Yeah. I don't know what will happen. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. He had one before from the internet. It's okay. I don't know. There are two people. It's a technical question. Technical. Yeah. Can you elaborate on the use of the bandhas in the global practice of Vini Yoga? And also about the attitude during the practice. Is there a link between the name of the asanas and postures to hold within? To what? To hold the posture and the name and the attitude in the practice. Is it same question or is it two separate questions? So first question is, can you elaborate on the bandhas and the practical of Vini Yoga? Bandhas are very essential to pranayama practice, and in certain asanas we do it. But it is definitely not for beginners. For more than one reason, because they are not only requiring great efforts to do it, there are a lot of prerequisites to do it. So not many people match the prerequisites today. And secondly, they are not just physical practices, they are practices that will wake up some hidden emotions and other things which we may or may not want to deal with today, or may not be able to deal with today, because sometimes, in the modern era, we like to suppress our trauma than actually deal with it. So bandhas can wake it up. So in a certain way, it's necessary to be very careful in doing this. The second question I didn't understand yet, but let's translate and you can try to make a better framing. Les bandhas sont essentiels dans la pratique des asanas, mais ce n'est pas une pratique pour les débutants, et ce pour deux raisons. La première raison, je vais lui demander de répéter parce que je ne l'ai pas eu. Could you repeat, please, the first reason why it's not a practice for beginners? It's requiring great effort. There is a lot of prerequisites already. Donc, premièrement, parce que cela représente un effort considérable, donc qui n'est pas accessible à tout le monde. Et la deuxième raison, c'est que ce n'est pas seulement une pratique physique, ça vient réveiller parfois certaines émotions avec lesquelles on n'a pas forcément envie de gérer, d'affronter, notamment quand on a certains traumatismes. Et donc il est nécessaire d'être très précautionneux lorsqu'on fait des mandats. In our therapy training, we are doing one module with some of the bandhas in a very mild way, already create lots of reactions. And those who are open to working with that, they transform so well. And those who do not feel open to work with that, they feel agitated.
yoga qu'il enseigne dans le Vini Yoga, ils ont une forme de pratique qui inclut aussi l'Ayurveda, donc avec les bandhas. Et donc ça vient aussi réveiller certaines choses. Et les personnes qui sont ouvertes à affronter ce que cela peut faire remonter et qui arrivent à le transformer, le font de manière si belle qu'il y en a vraiment des très très grands bénéfices. The second question I didn't understand fully. It's about the attitude in the practice of yoga. I think it's the practice of yogasana. The question is there a link between the name of the asana and the posture in relation with the attitude? Not always, yeah. Sometimes the asanas are named after some sage, so it's not necessarily like that, no. No. La question c'était, est-ce qu'il y a un lien entre le nom des asanas, donc le nom des postures, et l'état dans lequel on doit être quand on pratique la posture? Et donc il répond, Kausthub Desikachar répond à ça, il n'y a pas toujours un lien. Par exemple, il y a certaines asanas qui sont nommées après certains yogis. Okay. Thank you. Merci. I have two questions. Two different questions. Is it possible? You have asked 4 questions so far then. Okay, I'm counting. Thank you for answering. The first, I come back on your answer before you gave us. What would be the fundamentals to nourish Satya? Okay. Je disais que j'avais 2 questions. Et ma première, je reviens sur la réponse qu'il m'a donnée juste avant ma question. Quels sont les fondamentaux à nourrir quels sont les fondamentaux pour nourrir Satya, la vérité dont on parlait tout à l'heure? This is a very big challenge in the modern era because the fundamental for Satya is to feel. And in the modern time, we are all taught how to think, not how to feel. So we have to change this from thinking to feeling. That is the foundation. So we have to start to feel everything, good, bad, anger, grief, all kinds of feelings. And it's not something that we think about, it's just to feel it. Without judgment, with just feeling and being with that feeling. Because very often, because we are thinking, the moment we feel something, we want to analyze to know why we are feeling this way and what to do with it not to feel this way. That's not really important. Just stay with feelings. That's the foundation, to start feeling. That's what we don't do today. We are all thinking too much. Yeah. Il dit que c'est un grand challenge dans l'époque dans laquelle on vit, dans l'ère moderne, parce que ce qui est fondamental pour cultiver Satya, donc la vérité, c'est le ressenti. Je me permets juste de compléter. You make a difference between feeling and emotion, right? Did I speak about it now? No, but in French, sometimes it's the same word, so I just want to make sure I translate right. When you say the feeling is... Emotions are also feelings. Yes. Yeah. Donc, c'est le ressenti. Et donc le ressenti, ce n'est pas une émotion. Dans ce qu'il dit. Il fait la distinction. Les émotions incluent un ressenti, sont aussi un ressenti, mais là, on ne parle pas d'émotion. Donc, je reprends, c'est un grand challenge dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, parce que ce qui est fondamental pour cultiver Satya, c'est donc ce qu'on ressent. Alors que nous, on a été éduqués à réfléchir et à analyser, et pas forcément à ressentir. Et donc, on doit passer de ce réflexe de réfléchir à celui de ressentir. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Il faut qu'on accepte en fait les bonnes choses, les mauvaises choses, le bonheur, mais aussi le chagrin, le deuil, etc. Et donc, c'est le moment, en fait,
Alors on a tendance en fait à, dès qu'on ressent quelque chose, à l'analyser et à se dire mais qu'est-ce que je ressens, pourquoi je le ressens, comment est-ce que je peux m'en débarrasser ou comment est-ce que je peux le cultiver. Alors qu'en fait il faut ressentir sans juger, sans chercher à le modifier. Another question or? You said 2 questions. Okay. It's a more personal question. What would be your advice for a pregnant woman who practices yoga? Basically. For pregnant woman? Yes. Okay. You are pregnant? Yes. Congratulations, madam. J'ai traduit, quelle serait, c'est une question plus personnelle, quels seraient ses meilleurs conseils pour une pratique de yoga qui est enceinte? So first advice, is it your first child? Okay. First advice, very important, do not forget your husband after the baby comes out. Fundamental. Donc première chose, très important, il ne faut pas oublier le mari une fois que le bébé est né. Okay, very important. But yoga is very important for pregnant women, which will help in so many ways, not only in the delivery of the baby, but also hopefully when you practice yoga in a good way, it also nourishes the good qualities in the child to become more stronger. So you have to be very careful in the practicing of yoga. You have to do it appropriate yoga again. That depends on many factors in you. And you must avoid everything that is harmful for the baby. Things like extreme forward bends, extreme back arches, inversions, jogging very fast, talking very loudly. All these are talked about. So things like that you have to avoid. You have to be very gentle with your body and mostly practice breathing practices, very gentle movements. But again, it will change from trimester to trimester. So, and also how you will change in each trimester. So it's always better to have a personalized practice. Il dit que le yoga peut aider de plusieurs manières pour une femme enceinte, non seulement au moment de l'accouchement, mais ça peut aussi permettre de cultiver une certaine force. La clé, c'est vraiment de pratiquer un yoga qui est approprié et pertinent à sa condition. Et donc il faut éviter tout ce qui va être extrême, que ce soit dans les asanas, donc les flexions arrière, les torsions, mais aussi la course à pied trop extrême, de crier, etc. Il faut vraiment rester doux et calme. On peut aussi pratiquer des exercices de respiration et des mouvements doux. Et en fait, ces conseils et la pratique peut changer évidemment en fonction des trimestres et ça reste à adapter avec la personne qui est enceinte. Donc vraiment la clé c'est l'adaptation, la personnalisation. Maybe we can take one last question. Okay. On peut poser une dernière question si vous souhaitez pour conclure. Ma'am. Oh, you have a question, ma'am? No, I have a question. I wanted to ask you if you can tell us a story of your ancestors, what your grandfather told you. One of the stories. Story of? Your grandfather, he told you stories of the ancestors, of your tradition. No, in our mythology we have a lot of stories, like you have Ramayana, you have Mahabharata, those kind of stories, yeah. It will take a long time, madam, yeah. Okay, go on. J'avais demandé si elle pouvait nous raconter l'histoire de ses ancêtres, mais en fait c'est des histoires, comme dire, générales indiennes, donc c'était pas si pertinent. In the movie, we've seen that the yoga that was taught by your grandfather, if I may say, evolved over the time. Mm-hmm. I saw that
they said that the complicated asana was then taught only for the children. So I was wondering, have you noticed any change in the teaching of your grandfather over the time? So was he teaching when he was younger, close, for example, to the Maharaja, and his teachings at the end, was it the same, and how did it evolve, and was it more powerful, different, in which way? Ways. Ah oui, pardon. Donc je me demandais, dans le film, on voit en fait que les enseignements de Krishnamacharya ont évolué, et notamment les asanas qui étaient enseignés aux enfants à la fin seulement. Et donc je demande à Kausthub Desikachar s'il a noté que l'enseignement de Krishnamacharya a évolué à travers les années, et si aussi, et comment en fait. So recently in a conference I made a presentation of the evolution of my grandfather's teaching. And it goes through 5 stages. Récemment, il a fait une conférence où justement il parlait des différentes évolutions de l'enseignement de son grand-père, et donc il y a 5 étapes. In the first stage, which was in the 1920s, it was a time where he had to wake up people to the power of yoga, because at that time we were under colonial rule of the British, and many of the traditional systems were disappearing. So he had to teach people or show people the power of yoga. So at that time we have this first stage, which I call Vajrakaya, which basically he demonstrated to people the powers that yoga has through lots of demonstrations in the public, which included what they talked about in the documentary of stopping the heartbeat and things like that. So there was an era where he wanted to wake up people to yoga. So that's the first step. La première étape a lieu dans les années 1920, où en fait il dit que son grand-père a voulu éveiller les gens, montrer aux gens le pouvoir du yoga. Il faut avoir dans le contexte qu'on était en époque coloniale et sous l'Empire britannique, qui avait une tendance à étouffer la tradition indienne. Et donc Krishnamacharya voulait vraiment montrer aux gens en public tout ce que permettait le yoga. Et donc il faisait des choses assez spectaculaires, comme par exemple arrêter le battement de son cœur. C'est ça dont il parle dans le documentaire. In the second stage, this we call the mandala, which is where it started in the 1930s when my grandfather was asked by the Mysore Maharaja to start the yoga school there. And that's where people like B.K. Sayengar, Patabi Jois started to learn with him, where he would teach the young boys at that time, and some girls as well, asanas in the form of sequences, like what we call today Vinyasa Krama. Donc la deuxième étape a lieu dans les années 1930, quand le Maharaja lui a demandé d'ouvrir une école de yoga dans laquelle il a commencé à enseigner des asanas, donc plusieurs élèves, notamment Iyengar et Patabi Jois, mais aussi des femmes. Et donc en fait, il a commencé à enseigner des séquences d'asana. The third stage started in the 1950s and 60s when my grandfather moved from Mysore to Madras, where he got a job in a college where he was teaching college young people in their 20s. And that's when he taught what is called Shikshana, where he would ask people to stay in the posture, in the classical posture, like in the ancient time, because these were younger men mostly, because the college was a man's college, so there were no female students. So he would ask them to stay in postures, in the classical posture for long duration, like how the ancient yogis were doing. So that was the third stage called Shikshana. Donc la troisième étape, plutôt dans les années 30, a lieu à Madras. Il appelle ça Shikshana.
Et donc en fait, son enseignement là, qui était majoritairement envers des élèves masculins, des jeunes, c'était de rester longtemps dans la posture, vraiment pour des longues durées, à l'image de ce que faisaient les yogis. And then came the era where more and more people, because when he was in Madras, in now Chennai, many of the older people, the business people, the older people started to ask him to teach them therapeutically. So he started to teach more therapeutic type of yoga, much more than before. And this is the next era that is called Yatha Shakti, where he would teach people very much therapeutically. So this was the next era that came. Et donc l'étape suivante, la quatrième étape, s'adressait à des élèves qui étaient plus âgés. Il appelle ça Yatha Shakti. Yatha Shakti. Yeah, it means depend on the capacity. Ça veut dire, cela dépend des capacités. Yeah. Et donc, c'était des personnes plus âgées, des personnes qui travaillaient, etc. Et donc, c'était un enseignement, un langage beaucoup plus thérapeutique qui visait à ça. And this slowly evolved further and further into the late 70s and early 80s, where more business people were coming who had greater responsibility but lesser time. So you would teach them a technique called Anga Lagava, which was short and efficient practices to make them feel less stressed and more lighter. So this is the fifth era. Donc la cinquième étape a eu lieu plutôt dans la fin des années 70 et le début des années 80 et s'adressait à des personnes qui étaient très occupées des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui avaient très peu de temps et beaucoup de stress. Et donc l'enseignement visait à réduire ce stress dans un minimum de temps. Donc on misait vraiment sur l'efficacité de la pratique. So this was mainly the 5 main era of the asanas, mostly related with asana practice. And there's a 6th one toward the end of his life where he started to open people to spiritual practices by initiating and teaching them mantras. Donc ça c'était 5 étapes qui étaient surtout portées sur les asanas et en fait à la fin de sa vie il y a une 6e évolution de son enseignement qui était beaucoup plus spirituelle, donc qui transmettait la spiritualité. So this was toward the end of his life in the last few years. He started because he was probably in a hurry to transmit something spiritual so that people will have some access still. Before that, he didn't teach much spiritual teachings because people were not ready or open to these kind of things. We taught very few people, actually, the spiritual side of yoga. C'est vraiment arrivé sur les dernières années de sa vie et il dit que c'était probablement parce qu'il avait une urgence intérieure de transmettre la spiritualité, chose qu'il avait fait très peu avant. Et pour que les gens puissent en fait y avoir accès. So there's an evolution, yeah. Voilà pour l'évolution de l'enseignement de son langage. All right, ma'am? Yes. Thank you so much. Namaste. Take care. Thank you so much for sharing everything with us. It was a really Namaste, namaste. And I hope it will help us to understand better yoga, what is really yoga and what... We will conclude with a small chant. Nous allons conclure avec un chant. Om Tachayora Gata Yajnaya Gata Yajnapataye Daivi Swasthirastonaha Swasthirmanushabhyaha Ordhvanjighato bheshajam Shanno asto dvipade
Shanchatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste, friends. Namaste. Take care.